Histoire de la pensée politique. Partie 1. Objet et problème d'une histoire de la pensée politique. Est politique toute situation où l'on se pose la question de ce que l'on peut faire et de comment il faut agir. Trois questions majeures se posent. En quoi consiste la connaissance historique? Quel est l'objet de la politique? Et quelle est cette dimension de la politique que désigne la pensée? Trois problèmes centraux peuvent aussi être mis en lumière. La connaissance historique, en vue de quelle fin? La pensée politique, entre science, philosophie et idéologie, et l'histoire de la pensée comme dialogue entre les temps politiques. A. Connaissance historique, en vue de quelle fin? Le terme fin peut être compris dans le sens d'une finalité, d'un but, et selon le fait que cela puisse supposer une fin de l'histoire. La modernité a consisté en grande partie à distinguer les différents champs. Ceux-ci avaient tendance à être fusionnés et confondus, et l'éthique et la politique étaient un champ semblable. La modernité a eu comme volonté de modifier cette perception et de cloisonner ces différents champs. La politique ne doit pas se soucier de la morale. Elle est amorale et non immorale. Cependant, l'histoire et la politique ont des frontières communes et semblables. Selon Machiavel, l'un des premiers penseurs et fondateurs de la science politique, les cas historiques étaient réellement importants et ils mettaient en commun ce que ceux-ci pouvaient dire sur le politique. Au fondement même de la politique, il y a une démarche historique. C'est une première façon de questionner le cloisonnement des champs. Est-ce que l'histoire est la véritable terreur du politique? Cela se ressent également chez Foucault, qui est un penseur politique mobilisé qui s'intéressait à des sujets divers se situant dans un champ politique tel que la sexualité ou la folie. Toute son œuvre, dans ce retracement des généalogies de ces différents concepts, va tenter de faire émerger une pensée politique, et dans ce cas, l'histoire reste un terreau politique, car cette démarche nourrit une pensée politique assez importante et majeure. L'histoire a comme vertu de dépayser nos évidences. Exemple, la démocratie. Aujourd'hui, si l'on définit la démocratie, on peut se situer du côté des valeurs ou de la forme de celle-ci. Cependant, très vite, on se réfère à un système d'élection et à un système représentatif et parlementaire. Si on se questionne sur son histoire et son émergence, celle-ci, émergeant en même temps que la philosophie avec Socrate, Platon et même Aristote, on se rend très vite compte que son principe général est celui du tirage au sort. Dans la typologie aristotélicienne, la démocratie se fait dans le tirage au sort, où le pouvoir peut être donné à chacun, et c'est le pouvoir au moins d'un très grand nombre de personnes tirées par des intérêts individuels et égoïstes. Celle-ci a une connotation négative, alors qu'aujourd'hui, elle reste cependant le modèle politique de référence dans le monde occidental. Petit 1. L'histoire, un savoir historiquement situé. L'intérêt d'une histoire de la pensée politique est de situer les concepts que la pensée politique mobilise et de mettre en lumière les tenants et aboutissants de la position que l'on a à partir de ces concepts. Un autre problème majeur concerne ceci est de savoir comment des sujets politiquement et historiquement situés peuvent prétendre faire une histoire de la pensée politique objective. Les chercheurs sont toujours historiquement et politiquement situés. Ils ne sont donc pas neutres, donc beaucoup subjectifs. La question de la faisabilité d'une histoire universelle de la pensée politique reste assez impossible, car écrire l'histoire revient en effet à écrire des fragments de l'histoire et à les appréhender de manière assez différente à travers le sens qu'on leur donne. Pour qu'elle soit objective, il ne faut pas voir ces cercles clos comme un cercle vicieux rendant invalide toute tentative d'histoire de la pensée politique. Il faut relativiser ou questionner la possibilité de ce savoir, et bien sûr insister sur ses conditions de possibilité. L'historien est lui-même situé dans l'histoire et pour surmonter ces difficultés, il faut que celui-ci prenne une distance par rapport à l'objet d'étude et qui est un véritable apprentissage. On peut comparer cet apprentissage à celui des langues. Lorsqu'on apprend une langue étrangère, ce n'est pas simplement le fait de traduire un mot, mais aussi de comprendre l'usage pour que la traduction soit optimale. Pour ne pas simplement calquer les concepts de pensée politique sur des situations passées, il faut en comprendre le contexte. Je vais citer 3 exemples principaux, la démocratie, la religion et la politique. La démocratie. Utiliser ce concept n'est pas identique si l'on pense celle-ci comme un mode de gouvernement représentatif ou comme un mode de gouvernement direct. La fusion de la démocratie et de la représentation reste assez tardive. Il faudra attendre le XIXe siècle pour penser aux élections lorsqu'on entend ce terme. C'est le fruit des différentes révolutions qui fait qu'on pense à la représentation et qui cherchait à s'opposer à la barbarie de la volonté du peuple élu directement dans celle-ci.
Pour Aristote, en effet, les aristocratiques sont dotés d'une noblesse d'esprit et sont plus à l'abri d'un comportement égoïste comparé au peuple. En ce qui concerne la religion, ce terme part du principe qu'il existe deux sphères distinctes. La sphère religieuse, qui est guidée par la force surnaturelle qui nous gouverne, et la sphère civile. On suppose alors cette division entre deux champs, typiquement hérités du monothéisme. Le fait de relier suppose de relier les croyants entre eux par leur foi, mais surtout de relier les croyants issus du monde civil à l'espace surnaturel qui les gouverne. C'est le fruit d'un héritage judéo-chrétien, par exemple. Pour Gehlen, G-E-H-L-E-N, je cite, « qui parle de religion au lieu de parler de Dieu, s'inscrit dans la tradition des Lumières ». Pour le terme politique, il y a une différence entre le politique et la politique. Cette distinction est assez controversée selon les penseurs. Commençons par le politique. Pour ceux dont cela a de l'importance, assigner le qualificatif peut trahir un concept si on analyse une situation qui ne correspond pas à cette définition du terme. Ainsi, le politique représente la situation idéale et noble du terme. Cela peut aussi être l'ordre établi de la sphère sociale. Le politique serait l'incarnation de l'État et d'une identité collective auquel se réfère le corps social. Chez Freud, le politique est ce qu'il y a de commun, ce que l'on peut reconnaître dans toute société organisée. Chez Castoriadis, C-A-S-T-O-R-I-A-D-I-S, le politique concerne tout ce qui s'attache à des relations de pouvoir. Chez Lefort, L-E-F-O-R-T, le politique est la représentation que la société a d'elle-même. En ce qui concerne la politique maintenant, elle représente la dimension désenchantée, réelle. Elle peut être vue comme l'espace de contestation, la théorie et les actes. Elle serait l'incarnation de cette identification dans les processus et les valeurs démocratiques. La politique est donc la situation particulière de l'organisation du pouvoir. La politique est tout discours qui permet un positionnement critique par rapport à ces situations de pouvoir également. La politique est toute forme de relation au pouvoir. C'est la situation que l'on peut associer à l'idée marxiste et à l'incarnation de ces idées dans l'histoire. Le passé pur et brut est toujours un récit sélectif. C'est un récit de l'imaginaire, qui nécessite une unité et une cohérence dans l'histoire. Les événements seraient destinés à se chevaucher entre eux et seraient sensés. Cette prétention est problématique, car elle suppose deux choses. Que ce sens soit acceptable et objectif pour tous, alors qu'il y a une signification différente en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Le sens est une question de mise en perspective. Et également, que l'on sait nous-mêmes quel est le sens de l'élément objectif que l'on vit. Faire de l'histoire et proposer un récit historique, donner un sens à des événements historiques consécutifs, revient à faire un tri dans les événements. Cette sélection est une histoire partielle et aussi partiale. C'est toujours une histoire dans un but, dans le sens où les concepts mobilisés ont toujours une teneur objective. Le philosophe Lévi-Strauss disait, je cite, « L'historien et l'agent historique tranchent et découpent, car une histoire vraiment totale les confronterait au chaos. » Fin de citation. Autre citation, « Même une histoire qui se dit universelle n'est encore qu'une juxtaposition de quelques histoires locales, au sein desquelles les trous sont bien plus nombreux que les pleins. » Fin de citation. La raison à cela est qu'une histoire totale se neutraliserait, elle perdrait le fil de ce qu'elle cherche à mettre en avant. Pour faire parler le passé, il faut une mise en récit des événements, qui est sélective, partielle, une histoire pour. Le récit est toujours adressé à quelqu'un en fonction de son époque. Je cite, « L'histoire n'est donc jamais l'histoire, mais l'histoire pour. Partiale, même si elle se défend de l'être, elle demeure inévitablement partielle, ce qui est encore un mode de partialité. » Fin de citation. Dans les années 60, Jean-Paul Sartre affirmera la possibilité d'une description d'une histoire universelle. Cette pensée fait cependant polémique auprès de Lévi-Strauss, puisqu'il dira que toute forme d'histoire est un mythe, une mise en récit fictionnel qui doit accorder du sens à des événements. Pour lui, toute histoire est un fait mythologique. Il n'y a donc d'histoire que sous forme plurielle. Il n'y a donc que des récits partiels qui concernent des groupes d'humains spécifiques et selon des faits spécifiques. Ainsi, il faudrait donc renoncer à prétendre élaborer une histoire universelle et générale qui conviendrait à l'humanité entière. Il est donc impossible de prétendre faire l'histoire sans reconnaître que l'on fait une mise en récit fictionnel où le sens n'a d'importance que pour certains individus. L'histoire deviendrait partisane. Elle incarnerait le point de vue du groupe social qui s'y identifie.
Lévi-Strauss, en effet, pense qu'il n'y aurait pas d'alternative entre une histoire globale, qui serait impossible, et des histoires dont la réalité doit être considérée de façon égale, car elles sont toutes mises en récit réel, valable et valide d'un groupe de personnes situées. Ce serait la seule façon de reconnaître la subjectivité intrinsèque de l'histoire. La façon dont on va donner du sens à un événement dépend des facteurs dont on imaginera le cours de l'histoire. Le récit historique dépend d'un futur qui n'est pas encore avéré, sur lequel on donne un sens. Aucun point de vue ne peut prétendre à une vérité utile. Tout événement historique peut être imaginé dans le futur, à la lumière des événements qui lui ont précédé. L'histoire dépend donc du point de vue depuis lequel on la raconte. Max Weber définit l'histoire comme une étude objective qui répond à une procédure disciplinaire définie des événements qui sont eux-mêmes une sélection subjective. On greffe toujours une histoire qui est relative à nos intérêts et à nos questions. Ainsi, on écrit toujours une histoire pour. L'histoire en elle-même reste hors de portée, et nous étudions donc des trajectoires dans un espace qui est celui de l'histoire. Un lieu temporel de transformation, un milieu temporel d'avènement des phénomènes. L'histoire n'est pas une fiction ou un récit imaginaire, elle n'est pas inévitablement subjective. Elle peut être objective en étant le fruit d'événements subjectifs et est mise en perspective. La neutralité axiologique est la liberté de la recherche historique par rapport aux valeurs. Ce qu'exige la neutralité axiologique est qu'il faut renoncer au jugement de valeur pour tenir un discours historique. Il ne faut pas occulter les événements au profit de nos intérêts et de ce que nos valeurs nous dictent comme étant la bonne et vraie histoire. Petit 2. La fin de l'histoire. Un autre point problématique à la prétention d'une histoire totale serait de partir du principe que celle-ci s'est réalisée, qu'elle est close et complète, possédant une fin qui est le lieu où l'on se situe pour la raconter. Une thèse défendue considère que l'humanité n'a cessé de progresser à travers le temps et qu'elle est arrivée à son point de réalisation absolue, qu'elle a atteint son âge adulte, entre guillemets. Dans le mouvement nécessaire de l'histoire, elle aurait atteint son point de finalité ultime. Quand on dit qu'on peut parler de l'histoire à partir de sa fin, cela veut dire qu'elle se clôt à la fin de son processus, mais aussi en supposant la fin de l'objectif réalisé. Elle se finit car elle a atteint son objectif fixé. Ce sont 4 figures historiques célèbres dans une vision philosophique de l'histoire qui poursuit un but, une perfectibilité. Kant envisage le progrès historique comme se réalisant dans un monde où la paix serait atteinte et où l'organisation juridique serait incarnée dans un cosmopolitisme réalisé. Je cite, « Les actions humaines sont déterminées selon les lois universelles de la nature, comme tout autre événement naturel. » Fin de citation. À l'échelle de l'histoire de l'espèce, le développement de l'individu est un développement constant mais lent de ses dispositions originelles. La nature a permis à l'individu de déployer ses instincts. Je cite, « Les hommes pris isolément, et même des peuples entiers, ne songent guère au fait qu'en poursuivant leur fin particulière, ils s'orientent sans le savoir au dessein de la nature qui leur est lui-même inconnu et travaillent à favoriser sa réalisation. » Fin de citation. L'histoire est le théâtre de réalisation du plan caché de la nature. C'est la création d'une constitution politique parfaite. Ce dessein, qui promeut à chacun un avenir meilleur, n'est pas seulement théorique, il est aussi pratique, car se faire l'idée d'une histoire qui aurait ce but, c'est se donner les moyens de mieux l'atteindre. Prendre conscience de ce dessein de la nature rationnelle, c'est aussi encourager sa réalisation. Il serait possible pour un citoyen cosmopolitique de dresser un déploiement de cette volonté naturelle dans le temps. Hegel va considérer l'histoire comme le développement progressif des facultés humaines, de la liberté, de la raison et de l'esprit. C'est un véritable spiritualisme, car ici c'est l'esprit qui se réalise dans l'histoire et qui permet la réalisation pleine de la liberté. Le progrès historique est le progrès de l'humanité, par la rationalité, vers la liberté de tous dans le cadre d'un état de droit qui assure l'égalité pour tous devant la loi. Lorsque l'état de droit sera réalisé, la fin de l'histoire sera atteinte. Marx et le matérialisme historique. Selon Marx, l'anatomie de la société n'est pas à chercher dans ses idées politiques, mais dans son économie. Il considère que c'est notre manière de nous rapporter aux choses, de nous répartir les choses matérielles, qui vont définir nos modes d'organisation sociaux. Je cite, « L'infrastructure détermine la superstructure. L'économie détermine les sphères sociales. C'est de la matière que sont issus les rapports de force, de domination. Par exemple, quand on se retrouve dans une société primitive, l'individu est celui qui est à la pelle pour creuser le potager.
inévitablement, on se retrouve à être celui qui détient le pouvoir. Cette critique s'adresse à ceux qui possèdent les machines et qui exploitent la force de travail du prolétariat. Ce qui prime ici est la façon dont la matière va être modifiée et la manière dont les rapports à celle-ci vont l'être, et cela modifiera la manière d'organiser le monde. Notre rapport à la façon dont la matière évolue déterminera notre rapport à la société. Pour qu'une histoire soit accomplie, la seule manière de procéder est d'abolir la propriété privée, de changer nos économies et donc de changer les systèmes politiques. Lorsque le communisme sera atteint, selon Marx, on se retrouvera dans un monde sans classe sociale et l'histoire sera accomplie. Comte est la loi des 3 États. Comte est le fondateur du positivisme où l'on établit que tout discours de connaissance ne peut se fonder qu'à partir de faits observables. Pour lui, la connaissance scientifique, en tant que seul discours de vérité possible, consiste à rapprocher le plus vite possible la vérité du fait dont elle est tirée. Établir un discours de vérité sur un phénomène lorsque celui-ci répond à 4 conditions qui se basent sur des phénomènes successifs et similaires. Par exemple, ne pas mettre de l'eau sur le feu, prendre un thermomètre, voir que l'eau bout et dire qu'il en est ainsi. Ce qu'il dira est que notre rapport à la vérité a évolué à travers l'histoire. Concernant les origines de l'histoire, les individus expliquent les phénomènes à partir de forces surnaturelles chargées d'expliquer ce qu'il se passe. En réalité, c'est l'idée d'expliquer qu'il pleut parce que Zeus s'est fâché avec Athéna. À partir du Moyen-Âge, les individus renoncent à cela pour expliquer les phénomènes et atteignent l'état métaphysique. Ces 3 états sont des états naturels de la vie d'un individu, qui sont aussi 3 types d'intelligence, et donc 3 étapes historiques du progrès de l'humanité. C'est en fonction de la manière de se référer aux phénomènes concernant l'histoire. Ces philosophies de l'histoire doivent paraître décalées à l'heure actuelle et on peut remettre en question ce fait d'une histoire qui s'achèvera et à partir de laquelle on pourrait juger l'histoire. Bien que cela semble révolu, ce concept d'une fin de l'histoire ne se laisse pas facilement abandonner. Il est de manière latente présente dans nos sociétés libérales contemporaines. Ces récits d'histoire closes sont prétendus comme étant possibles pour des tas de penseurs. Il y aurait donc des époques révolues et des événements clôturés. Lyotard, Lyotard, disait que le phénomène moderne, en tant qu'époque de grands récits, avec une remise en question de l'histoire, on advenait à une condition postmoderne qui permettait de laisser la modernité derrière nous en tant qu'époque de grands récits. Prétendre que la modernité est une époque que l'on peut clôturer est un paradoxe. Le sens commun d'une démocratie libérale repose sur une philosophie de l'histoire qui s'ignore et qui ne s'assume pas, et qui considère que la démocratie libérale, en tant qu'état de droit, permet de radicaliser le capitalisme économique, serait le modèle par excellence des sociétés humaines. Cette idée d'une fin de l'histoire a été à l'origine d'une thèse médiatique de Fukuyama, Fukuyama, dans lequel il annonçait la fin de l'histoire et le dernier homme. Il insiste et prédit la chute de l'URSS en affirmant également dans son ouvrage que l'effondrement de celle-ci est la preuve de l'échec à une alternative de la démocratie libérale et un signe de triomphe de cet âge historique, tout en prouvant que ce modèle est définitif et indépassable. On n'aurait donc plus rien à attendre de l'histoire et il n'y aurait plus d'événements à venir. L'histoire aurait atteint son point d'équilibre. Ce livre serait vu comme un gadget médiatique et ferait fureur sur tous les marchés idéologiques en Occident. Il y a 4 critiques majeures pouvant remettre en perspective cette prétention des démocraties libérales à signer un modèle indépassable. Premièrement, la gravité de la crise écologique. Le modèle d'aujourd'hui est-il encore viable ? Deuxièmement, l'accroissement des inégalités. L'idée que ces démocraties sont le lieu d'épanouissement de la classe moyenne, les inégalités sociales se creusent quand même et celles-ci se précarisent au fil du temps. Troisièmement, la montée en puissance des politiques identitaires. Celle-ci fera émerger une thèse opposée à celle citée plus haut, car on pourra affirmer qu'il faut encore s'attendre à un choc des civilisations et à une conflictualité croissante avec un renforcement des critères identitaires dans la façon de se situer à l'échelle du monde. Quatrièmement et finalement, les conséquences immaîtrisables des progrès techniques. Celui-ci est totalement imprévisible et la technologie nous aurait assujettis en fonction de façon autonome avec des exigences propres. Fukuyama lui-même avertit ses lecteurs d'un 5e risque qui serait le plus dangereux. Il s'agit de la lassitude prestige de ce modèle démocratique qui s'illustre dans les idées populistes. On ne se protège pas des discours qui affirment que la démocratie serait au service des forces économiques, etc.
Cela pourrait conduire à sa perte, car il ne se protège pas de ce modèle en le pensant comme acquis. Si l'on regarde la courbe générale du progrès, ce ne sont que des problèmes d'ajustement. L'analphabétisme a reculé, la pauvreté aussi, et à l'échelle globale, le progrès s'impose. La virulence des réactions identitaires n'est en fait que le reflet de la force et de la puissance des démocraties libérales, car ce ne seraient que des réactions désespérées qui ont plus de poids car elles sont justement désespérées. Les critiques faites à la thèse de Fukuyama sont souvent superficielles. Elles négligent que la fin de l'histoire ne signifie pas la disparition des événements historiques ou des guerres, mais uniquement l'impossibilité de dépasser la démocratie libérale dans une forme politique supérieure et autre. Sa thèse est qu'il n'y a pas de régime social et économique supérieur à celui d'une économie de marché encadrée par un état de droit. Cette thèse n'est pourtant pas réfutée par les critiques de la mondialisation néolibérale qui demandent que le poids du droit social soit renforcé et que le capitalisme soit davantage régulé. Mais il ne conteste pas la nécessité d'une économie de marché. Gauchet, G-A-U-C-H-E-T, le disait déjà la suite des attentats à Paris. Le fondamentalisme est le signe paradoxal de la sortie de la religion, de la sécularisation des démocraties libérales également. Ces gestes identitaires sont virulents car ils n'ont pas d'autre moyen d'expression.